Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review des 3 premiers épisodes de la nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir. Une série qui avait démarré plus que laborieusement en 2022 et qui nous laissait craindre pour le pire. Je suis notamment revenu il y a quelques jours sur cette première saison, histoire de se remettre un peu dedans à travers une analyse, une sorte de bilan global sur la saison 1, mais en essayant de se séparer de l'héritage et de l'œuvre de Tolkien, pour essayer de comprendre si la série valait le coup malgré tout. Et certes, de nombreux défauts sont toujours présents, mais le plaisir est plus présent si on fait abstraction de ce que l'on connaît déjà de l'histoire de la Terre du Milieu et de ses personnages. Et qu'on fait fi des nombreuses incohérences. Donc je pense que je vais tenter de garder cet état d'esprit pour cette review, et possiblement pour les prochaines. Ça permettra peut-être d'être un peu moins déçu par les trahisons à l'œuvre du maître de la fantasy. Surtout que les responsables ont fait de grandes promesses sur cette nouvelle saison. Un meilleur rythme, plus d'épique et de bagarres, et même plus de qualité au global. Et ce qui est certain pour le moment, c'est que des changements ont été apportés avec cette nouvelle saison. On était nombreux à être très inquiets du fait que le tournage de cette seconde saison avait commencé en plein dans la diffusion de la première, ne permettant pas forcément le recul nécessaire pour apporter des améliorations. Mais apparemment, ça serait le cas. Et au pire, si ce n'est pas mieux, c'est au moins différent. Ont-ils fait ces modifs à la dernière minute en tenant compte des critiques ou était-ce déjà prévu? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Mais donc pas mal de changements, notamment celui du jour de la sortie des épisodes. La saison 1 sortait le vendredi alors que là on est maintenant sur le jeudi. Sinon, pour ce qui est du rythme, qui est bien plus soutenu, évitant certains passages contemplatifs inutiles ou certains dialogues très lourds et sans poésie de la première saison. Heureusement, la qualité visuelle est toujours au rendez-vous, même parfois un peu mieux, comme avec le Warg notamment qui est bien mieux que ceux de la première saison, avec une CGI un peu dégueu. Et j'ai également eu peur de ne plus revoir les cartes de la Terre du Milieu avec le premier épisode. Mais heureusement, à la toute fin, elles sont de retour, et peut-être même en plus jolies et en un peu plus précis. Mais moins souvent, ce qui n'aidera pas le spectateur à garder la trace des divers événements de la saison. Côté écriture, c'est encore un peu trop tôt pour juger réellement, mais ça semble un peu moins décousu, et donc un peu plus fluide. Certes, quelques facilités persistent et certains acteurs sont toujours aussi mauvais, mais la série semblerait repartir sur de bonnes bases, ou en tout cas de nouvelles bases. Les erreurs du passé seront certes difficilement rattrapables, mais au moins on est assurément plus du tout sur une énorme exposition qui avait presque duré 8 épisodes. Ici, les pièces sont en place sur l'échiquier et elles peuvent enfin se mettre en mouvement. En tout cas, pour le moment, plutôt satisfait de ce redémarrage. Et en même temps, on partait de tellement loin que c'est pas dur. Clairement, ce n'est presque plus la même série, rien que le rythme est effréné, et ça me fait tout de même craindre que tout finisse par aller trop vite dans cette saison. Il faudrait trouver un bon équilibre pour développer des intrigues et des personnages de façon efficace et plaisante. Et c'est drôle car c'est presque le reproche inverse de ce qu'on avait pu faire sur la première saison, ou même que certains ont fait sur la saison 2 de House of the Dragon. Décidément, ces deux séries aiment s'affronter et se contredire. Mais avant de poursuivre cette vidéo qui contiendra évidemment des spoilers, vous commencez un petit peu à me connaître, je vous invite à vous abonner, liker et commenter la vidéo avec votre avis sur ce retour des Anneaux de Pouvoir. On n'est plus qu'à un pas des 3000 abonnés, alors merci d'avance pour votre soutien. Pour commencer, une des choses qui ne change pas, en revanche, avec cette nouvelle saison, c'est qu'à nouveau, chaque arc de personnage est bien distinct des autres. Là où la première saison en avait fait se rencontrer un bon nombre, ici, chacun a repris sa route de son côté. Mais avant ça, la saison s'est ouverte sur un flashback centré sur la chute et la résurrection de Sauron. À l'aube du deuxième âge, alors que Morgoth était enfin vaincu et que la guerre était finie, Sauron a tenté de renforcer son pouvoir et son autorité sur les orques, notamment pour reprendre la place de son ancien maître. Toutefois, alors qu'il fait exactement le même discours qui nous avait été rapporté par Adar en saison 1, donc pas forcément très intéressant, sur le pouvoir de la chair et celui sur la chair, les orques ne semblent pas vraiment ok avec son grand plan machiavélique. Et donc, Adar, son lieutenant, plutôt que de lui poser la couronne noire sur la tête, va la lui planter dans le dos. On remarquera déjà ici que ce nouvel acteur, choisi pour incarner Sauron, sous son ancienne apparence, a vraiment une tête de gentil. Et un petit peu de fouille-merde quand même aussi. Avec un design très elfique, très beau, entre ses longs cheveux dorés et ses joues bien rondes. Ce qui, avouons-le, n'était pas vraiment l'image que l'on pouvait s'en faire à l'époque. Surtout après avoir vu ce que la corruption du mal avait fait à des individus comme Adar, presque pourrissant de l'intérieur. Toutefois, je peux imaginer que c'est encore un moyen, comme tenté en première saison, de faire passer Sauron pour un être pas si maléfique, pas si repoussant. Sauf que là encore, cette distinction, cette confusion aurait pu fonctionner seulement si le nom de Sauron n'était pas déjà synonyme de seigneur du mal absolu pour toute la planète Terre. Mais ils restent cohérents avec leur vision semble-t-il, tentant de semer un doute léger sur le personnage. Et donc Sauron, une fois mort, dégage tout d'abord une sorte de vague de froid sur le territoire. Une vague qui est surtout faite de ténèbres. N'oublions pas cet état physique tant de la lumière que du mal dans cet univers.
Sauf qu'au lieu de véritablement sombrer dans l'oubli, Sauron s'est transformé en une sorte de blob, une masse de goudron noir semi-vivant qui va patienter des siècles, des millénaires au fond de ses cavernes. Jusqu'à ce que la vie, sous la forme d'un rat, ne s'en approche un peu trop. Réveillant alors la flaque, qui se nourrit de cette petite vie, suffisamment pour s'extraire des profondeurs, absorbant d'autres vies inférieures au passage, jusqu'à tomber sur une humaine qui s'en allait probablement au marché et qui s'est fait totalement absorber par Sauron, qui grâce à cette vie à la hauteur va enfin reprendre forme humaine, physique, sous les traits d'Halbrand. Rapidement, on le retrouve en Terre du Sud, donc soit ce n'était pas très loin, soit il a beaucoup marché avant de recroiser Signe de Vie, et il tombe alors sur des humains qui avaient été expulsés de leur terre dans le sud par les orques d'Adar. Et on va même les suivre jusqu'au bateau et jusqu'au naufrage après lequel Halbrand a rencontré Galadriel. Je ne suis pas sûr que c'était nécessaire de revoir le radeau et le poisson géant, mais pourquoi pas, ainsi la boucle est bouclée. Et c'était intéressant de voir le Seigneur des Ténèbres utiliser son pouvoir sur la créature pour éviter de se faire bouffer. Mais sinon, outre donner un peu de contexte et de repères chronologiques à son périple, cette intro avait surtout le mérite et la vocation à envoyer un message fort dès le début, plutôt que de reprendre là où la saison 1 nous avait laissé. Et justement, ensuite, on revient à Galadriel et Elrond qui chevauchent vers le Lindon, pour apporter les anneaux et une très mauvaise nouvelle au roi Gil-galad. On s'aperçoit très vite que Elrond et son ami ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Lui est très méfiant envers les anneaux et prévient le roi du retour de Sauron. Mais Galadriel ne voit plus qu'à travers l'espoir que représentent ces anneaux. Elle refuse presque d'admettre qu'elle a été dupée par son grand ennemi, alors qu'il était sous ses yeux et qu'elle s'est fait avoir, et c'est justement cette blessure d'orgueil et le déni qui semble encore et toujours la pousser vers l'obscurité. Mais le roi, dans sa grande sagesse, mort de rire, admet enfin que Sauron est de retour. Et lui aussi confirme que c'est la faute de Galadriel, la vraie méchante de la saison 1. Rappelez-vous cette vidéo. Mais il a beau entendre la vérité sur le retour du mal et son implication dans la forge des trois anneaux, il prend tout de même plus le parti de la commandante plutôt que de son fidèle conseiller, Elrond. Au point où ce dernier va carrément refuser de les confier à son roi et s'enfuir avec eux pour les détruire. Très rapidement, il rejoint alors un chantier naval, celui de Círdan, un véritable elfe pur qui parle de Valinor alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Ou en tout cas, il me semble. Mais qui ici semble clairement présenté comme regrettant le pays des Valar. Et il est aussi plus marqué par le passage du temps que les autres, car il serait le plus ancien d'entre eux. Et j'ai trouvé ce nouvel elfe, très important dans la mythologie du Seigneur des Anneaux, plutôt très bien caractérisé. Déjà, l'acteur a l'air vraiment pas mal, et le personnage, très contemplatif, réfléchi mais aussi sensible et sage, va enfin ramener un peu de noblesse chez les elfes. Après avoir été convaincu par les propos alarmistes du jeune Elrond, il va se charger lui-même de se débarrasser des anneaux. Mais la mère elle-même va l'en empêcher et le pousser à contempler leur beauté. Il revient donc juste après, au Lindon, alors que le roi des Hauts-Elfes annonçait leur départ. Et ce, dans une séquence plutôt très belle, elle aussi, avec notamment ce chant elfique annonçant leur retour pour Valinor. Et Círdan ne revient pas seul, il est évidemment accompagné des trois anneaux, dont un est déjà à son doigt. Narya, l'anneau de feu que l'on reverra plus tard au doigt de Gandalf. Sans même avoir demandé son avis à personne, il a choisi ou a été choisi par son anneau. Et quand Gil-galad les découvre et les admire, il en devient maladroit et le cri de désaccord d'Elrond lui fait tomber les anneaux magiques de ses mains. Pourquoi pas, même si je pensais que les elfes étaient plus habiles ou en tout cas moins maladroits. Mais c'était le destin. Car Nenya, l'anneau d'argent, va alors tomber jusqu'au pied de Galadriel, tandis que l'autre, Vilya, celui de l'air, va rester au pied de son premier maître, le roi. Chacun va alors enfiler son anneau, et tout à coup, en quelques secondes seulement, l'arbre alors moribond va se réveiller, guérir, fleurir et briller comme s'ils étaient de retour à Valinor. Et ici, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec cette vitesse à laquelle les anneaux soignent l'arbre. J'aurais clairement préféré que ça se fasse sur un plus long terme. Certes, on aurait pu évidemment voir la noirceur le quitter, par exemple, mais de là à le voir revenir au top de sa forme si vite, c'était peut-être un peu trop magique pour le coup. Surtout que le peuple des elfes n'est pas un peuple qui vit dans l'immédiateté. Pour eux, le temps n'a pas la même valeur que pour nous, simples mortels. Et ça aurait été cool de montrer que leur magie et leur arbre en font de même. Mais bref, tant pis. On remarquera surtout que l'anneau au design le plus féminin, et à la symbolique aussi très féminine, celle de l'eau, se retrouve au doigt d'une princesse elfe, comme par hasard. Évidemment, on le savait tous, mais ça n'en reste pas moins très évident, avec deux anneaux bien gros, dorés et virils, et un autre tout fin et en argent. Ça en serait presque cliché. Mais le plus intéressant dans cette séquence sera de découvrir que comme l'anneau unique, ces anneaux semblent avoir eux aussi une sorte de conscience, et qu'ils peuvent choisir leur porteur. Ainsi, la série porte enfin clairement son nom, car les anneaux n'étaient qu'anecdotiques dans la première saison, alors qu'ici, ils sont enfin au cœur du récit. Chez les elfes notamment, créant même de la dissension, puis les autres qui arriveront aussi très vite, il était temps. Donc voilà, les elfes sont sauvés, le roi a accepté les anneaux comme les sauveurs de son peuple et refusera toutes les mises en garde d'Elrond, et également celle de Galadriel, hantée par une vision envoyée par son anneau. Elle reçoit des signes du retour de Sauron en Eregion et même de ses projets de forger de nouveaux anneaux.
Mais la première réponse du roi est décidément très arrogante. Il affirme que Sauron devra franchir des murailles impénétrables et affronter une véritable armée pour entrer dans la ville elfe. Sauf que personne n'a dit que Sauron, Halbrand, aurait besoin de lutter pour y entrer, car il va carrément se faire inviter. Mais heureusement, le roi va quand même se dire qu'il faudrait peut-être prévenir Celebrimbor de la véritable identité d'Halbrand. Tant qu'à faire, ça pourrait peut-être pas faire de mal. Sauf que évidemment, dès qu'on voit le messager partir, on sait pertinemment qu'il ne va jamais arriver en Erégion. De plus, pour finir avec l'arc des elfes de ces épisodes, on remarquera que Galadriel a quand même un peu progressé. L'abandon de la dague de son frère, qui a servi aux anneaux, était symboliquement ce dont elle avait besoin pour en faire le deuil. Ce qu'on découvre notamment au début de sa vision. Un message qui touche donc à son inconscient, et peut-être même carrément une recommandation de son anneau, fais ton deuil pour pouvoir avancer. Mais Elrond de son côté a lui aussi bien changé. Il devient méfiant et surtout mesquin avec son ami Galadriel. Et même physiquement, il n'a plus du tout cette apparence noble, et même ses cheveux commencent à ne plus ressembler à rien. Il sait que son ami a fait une erreur, une très grosse erreur. Certes, la commandante elfe a éprouvé des sentiments pour Sauron, donc elle craint d'y succomber à nouveau, mais plutôt que de l'aider et de la soutenir, il va choisir de l'enfoncer, la rejeter, histoire de rendre service à Sauron en la poussant vers les ténèbres plutôt que la garder dans la lumière. Mais heureusement, Círdan est bien plus sage et va lui remettre les idées en place. Ne rejette pas tes amis s'ils s'égarent, au contraire, accompagne-les sur le chemin qui est juste. Et Elrond va donc finalement accepter de se joindre à Galadriel qui veut repartir en Erégion. Mais Gil-galad, dans une dernière entourloupe, nomme Elrond à la tête de la compagnie, punissant donc Galadriel, la guerrière et chef militaire, en lui mettant un politicien dans les pattes. Après, heureusement qu'Elrond est aussi un futur guerrier en devenir, et peut-être même que c'est lors de cette quête qu'il va le devenir. Et ça, pour le coup, ça serait cool, de voir un elfe apprendre et progresser dans un domaine. Et donc, Halbrand revient en Erégion revoir son copain Celebrimbor. Mais avant ça, on l'avait quitté alors qu'il allait visiter le Mordor, et il va surtout visiter les geôles d'Adar et son armée, vu qu'il se laisse capturer dès le début. On note qu'il conserve la supercherie et son statut de roi des terres du sud, pour ne pas encore se faire fumer par Adar et surtout pour pouvoir instiguer la peur dans le cœur des orques et de leur père. Il leur annonce le retour de Sauron, coucou c'est moi, mais en fait non, il est en Erégion. Ainsi, il sème les graines d'une guerre entre eux et les elfes. Histoire, je pense, d'accélérer le processus de création des anneaux, ainsi que de créer toujours plus de chaos et de peur en Terre du Milieu. Pour cela, on le voit accepter de devenir l'espion d'Adar et surtout ravaler bien profond sa fierté. Même si, quand il parle du seigneur du Mordor, c'est à lui-même qu'il fait référence. Et plus tard, au même endroit, la série tient enfin une de ses promesses. On aperçoit enfin une femelle orque, avec même un bébé dans les bras, quand le troll d'Omrod se joint à Adar pour défoncer Sauron. Et donc, ensuite, après avoir probablement mis des orques sur les traces du messager de Gil-galad, pour ne pas se faire griller direct, sinon ça serait pas drôle, et même pour créer un manque de reconnaissance chez Celebrimbor, Halbrand revient en Erégion. Et là, on se rend alors vraiment compte que malgré son titre de seigneur des elfes forgerons, Celebrimbor est vraiment très con. Certes, c'est apparemment un grand artiste, il vient même de créer les Sindil qui ira sur la porte de la Moria, mais vraiment, quel teubé! Halbrand est un grand manipulateur, ça ok, mais Celebrimbor se fait avoir comme un gamin. Il marche pas, il court. Halbrand détourne à peine la vérité pour son compte, il fait même appel à l'orgueil du forgeron, son besoin de reconnaissance pour ses grands travaux et le sauvetage de tout son peuple. Tout ça en appuyant là où ça fait mal. Le roi ne vous a même pas félicité, etc. etc. Et au final, c'est plus Halbrand qui demande à rester chez les elfes, mais le seigneur de l'Erégion qui l'y invite. Et Sauron ose même passer pour trop honnête et fragile devant son hôte. Et l'autre, il avale tout. Jusqu'à enfin se révéler sous l'identité d'Anatar, qui serait finalement un maillard envoyé par les Valar pour l'aider à ouvrir une bijouterie. Après, oui, c'est clair, la scène de la transformation était plutôt stylée, avec des jeux d'ombre et de lumière pour semer le doute encore une fois. Mais le fait qu'ils finissent même par appeler Celebrimbor le seigneur des anneaux, c'était, je trouve, un peu trop. Surtout qu'ici, ce serait plutôt le seigneur des idiots. Mais bon, il illustre l'ego bien comme il faut et l'elfe en carton se fait retourner le cerveau comme un débutant. On en revient à ce que j'avais pu dire sur la saison précédente, qui représentait les elfes comme très éloignés de ce peuple sage, noble et inébranlable qu'ils devraient être. Et le coup de grâce de la manipulation, c'est quand Sauron, enfin Anatar, le convainc d'abord de la nécessité absolue de forger les anneaux des nains et des hommes, pour ensuite faire genre qu'il va lui enlever son projet, son œuvre, car le roi n'est pas d'accord. Et là, c'est encore Celebrimbor qui décide de lui-même de mentir au roi. Clairement, il n'avait aucune chance face à un maître comme Sauron, petit joueur. Ainsi, avec l'aide de son assistant Bené, Anatar va pouvoir commencer les préparatifs de la création des anneaux. Mais pour ça, il leur faut du mithril. Donc on commencera par les anneaux des nains, qu'on échangera contre du mithril justement. Surtout que sans qu'on sache réellement si c'était prévu ou non, l'explosion de la montagne du destin a aussi des répercussions chez les nains, notamment à Khazad-dûm. La terre a tremblé, faisant de nombreuses victimes et surtout obstruant les pluies de lumière indispensables à la vie des nains.
Car certes ils vivent sous terre, mais ils ont quand même besoin de l'aide du soleil pour faire pousser de quoi manger. Si au moins ils bouffaient des pierres, ça serait peut-être plus pratique. Ou même s'ils avaient accepté le pacte de Gil-galad en saison 1, ça ne serait même pas un problème avec tous les vivres promis par les elfes. Et le retour des nains dans cette saison s'est à nouveau fait sur de très beaux plans d'exposition de leur royaume. Notamment le premier où l'on suit justement la lumière avec les miroirs qui étaient très belles. Mais ensuite, à nouveau, on a cette sensation de studio avec des plans trop proches des personnages. Il y a eu quelques tentatives de faire de beaux plans larges quand les femmes naines traversent le pont par exemple, mais ça ne dure pas. Même la salle du trône semble très basse de plafond. Et donc les puits de lumière sont obstrués, condamnant les nains à l'obscurité tant physique que métaphorique. Et possiblement aussi pour permettre aux Balrogs de sortir sans craindre la lumière plus tard dans la saison. Le retour des chants de Disa pour faire résonner la pierre était aussi les bienvenus. Sauf que même là, ça ne fonctionne pas. Et encore pire, ça finit par boucher la dernière source de lumière. Mais le pire du pire, c'est qu'apparemment la montagne boude. Elle refuse de leur parler, ou en tout cas, Disa et ses copines ne l'entendent plus. De son côté, le prince Durin est toujours en froid avec son père. Il bosse à la mine comme le nain lambda, et il se fait même railler par ses semblables. Ce qui est tout de même un peu bizarre car ils font passer le prince pour un nain qui n'a jamais travaillé, alors que clairement ce n'était pas le cas en première saison. Il faisait même des duels de pioche avec un elfe, et là, il n'avait pas d'ampoule. Heureusement, sa femme est toujours la même, fidèle et amoureuse, et elle fait tout pour les réconcilier, et ce sans hésiter à leur rentrer un peu dans l'art, que ce soit son mari ou même son roi. Elle est de la famille, donc elle ne s'encombre pas de politesse pour dire ses 4 vérités. Mais pour se réconcilier, ça serait quand même cool d'avoir un prétexte. Et oh, ça tombe bien, c'est justement le moment que choisit Celebrimbor pour contacter Durin et l'inviter pour lui faire une offre. L'offre des anneaux qui pourrait potentiellement régler tous les problèmes de leur peuple. Mais que Durin a quand même du mal à voir d'un bon œil. À l'image de son ami Elrond, il est méfiant, il ne veut pas confier le destin de tout son peuple à des anneaux magiques. Et il se trouve que lui, dans ce cas précis, il a raison, car il se méfie notamment d'Anatar. Et c'est alors que la question se pose concernant les nains et les elfes. Est-ce que c'est justement les anneaux qui vont pousser ces deux races à se détester, comme on le voit dans le troisième âge? Ou est-ce simplement le fait que les nains vont découvrir qu'ils ont été dupés et corrompus par Sauron à cause d'un cadeau fait par les elfes? Quoi qu'il en soit, les relations cordiales, ou du moins pacifiques, entre les elfes et les nains semblent bientôt toucher à leur fin. Mais avant ça, Durin ravale alors sa fierté pour convaincre son père dans une scène assez touchante. Il a beau se méfier du pouvoir des anneaux, il ne voit sûrement pas d'autre moyen pour sauver sa race. Et surtout, comme je disais, ça fait une bonne excuse pour se réconcilier avec papa, et redevenir son héritier, tant qu'à faire. Puis très vite, à la fin du 3e épisode, on est déjà au moment de la forge des nouveaux anneaux, les 7 pour les rois des nains. Sauf que cette fois, Anatar a l'honneur de placer lui-même le mithril, le métal magique sur quoi tout repose, dans le mélange. Sauron corrompt donc les anneaux par ce simple geste, créant principalement une différence factuelle dans la création de ces anneaux, et de ceux des elfes, où il n'avait rien touché mais seulement inspiré l'idée. Et dire qu'il a fallu une saison pour pouvoir forger ceux des elfes, en tout premier, mais là, dès le premier jour de diffusion, on a droit à ceux des nains. Donc, en effet, tout avance vraiment plus vite avec cette saison 2. Et il faut dire que 3 épisodes d'un coup pour le lancement, c'est beaucoup. Encore plus que les 2 de la première saison. Puis, au sud de la Terre du Milieu, on retrouve enfin Isildur, qui, aux surprises, n'est pas mort. Et qui est notamment retrouvé par son cheval, Bérec. Et heureusement qu'on a eu droit à une scène sans intérêt montrant Elendil le relâcher, sinon on n'aurait pas pu se souvenir que c'était son cheval. Car n'oublions pas que pour Amazon, on est quand même un peu con. Bérec retrouve donc son cavalier emprisonné par la toile d'une araignée géante, mais pas si géante que ça, et qui gardait le jeune homme, je suppose, pour nourrir sa progéniture, des milliers d'œufs dégueulasses qui éclosent à l'arrivée du cheval. Par chance, et très rapidement, le jeune héros se sort de cette galère. Et ici, évidemment, la question que tout le monde se pose est de savoir si c'est bien Arachné, celle que l'on voit dans le Retour du Roi. J'avoue que j'ai quand même un petit doute car elle me paraît petite pour son âge, et surtout, elle niche pas vraiment au même endroit. L'autre question est aussi de savoir comment Isildur s'est retrouvé dans cette grotte. Mais ça, à mon avis, ça va rester un mystère. Le jeune soldat numénoréen tombe ensuite sur une jeune femme, Estrid, qui pour le coup n'est vraiment pas très fine, elle fait que de la merde. Ici, on est presque sur du tais-toi femme, tu sers à rien. Donc une femme vulnérable et même faible, et c'est tellement rare que ça en devient rafraîchissant. C'est dire à quel point les standards ont baissé avec tout ce wokisme de partout. Mais évidemment, ce n'était qu'un jeu d'actrice, car la jeune femme s'avère aussi être une servante d'Adar. Encore une grande surprise. Elle emporte la marque qu'elle va brûler un peu plus tard. Mais pourquoi? Est-ce pour cacher son allégeance ou pour tenter de la renier? Surtout que j'ai l'impression qu'on voit déjà où les auteurs veulent en venir avec la relation des deux jeunes gens. Elle va sûrement devenir le love interest d'Isildur, et peut-être même la première reine, sa future femme. Mais bon, après tout, l'un n'empêche pas l'autre dans cette série. Être gentil, méchant, c'est très relatif et variable. Donc, on verra bien.
Et j'en arrive au moment que nous attendions tous, ou pas, le retour de Kung Fu Arrondir. Lui, il m'avait vraiment pas manqué. Il apparaît à la rescousse d'Isildur et très vite, il se la joue indifférent, même si on voit clairement dans son jeu, ou son non-jeu justement. Il veut juste retrouver sa chérie, dont l'actrice a tout de même refusé de participer à cette seconde saison. Donc son personnage est finalement tué en off par un vague poison des flèches orques, alors qu'en vrai, on avait bien vu qu'elle allait mieux en fin de saison précédente. Mais bon, ça arrive, ce genre d'impondérable, et faut faire avec. Comme le changement de cast pour Hadar, qui est très malheureux car Joseph Mawle était vraiment parfait, mais son remplaçant semble bien s'en sortir, alors on va pas se plaindre. C'est pas comme pour Théo, qui lui aussi est de retour, et dont l'acteur n'a visiblement pas pris de nouveaux cours de théâtre depuis la saison 1. Il est toujours aussi inexpressif et peu crédible, tant dans sa colère que sa tristesse. On voit tout de même poindre, pas très subtilement, une future relation de mentor-élève ou même de père adoptif entre lui et Arrondir. Mais pas pour tout de suite, car là, il est colère. Et tout d'abord, c'est avec Isildur que le garçon va se lier. Ils sont tous les deux seuls et partagent la même culpabilité quant à la mort de leur mère. Un élément qui, bien que sans intérêt pour Théo, car sa dérive vers les ténèbres est déjà presque évidente, mais un élément qui donne un peu plus de profondeur au personnage d'Isildur, et qui explique notamment son besoin de grandeur et de reconnaissance. Ce qui en fera donc un homme qui va gagner son statut de roi plutôt que d'en hériter, et donc bien plus digne. Donc un arc de personnages réunissant le futur roi du Gondor, Théo, Arrondir et même les autres humains survivants qui pour le moment restent très superficiels pour ces premiers épisodes. Certes, leur finale laisse penser à une rencontre à la fois épique et peut-être même intense avec les Ents, mais attendons de voir avant de s'emballer. Car il se passe des choses un peu plus intéressantes et aussi plus attendues de l'autre côté de la mer. On a enfin les véritables tensions politiques, les intrigues proposées en saison 1 mais sans mener à rien qui commencent à éclore à Númenor. Et il était temps, même si ça reste très vague et superficiel. En effet, la mort du roi crée des troubles, un héritier doit être couronné à sa place. Sauf que ça va être un peu le bordel, et même le début de la fin pour l'île étoilée. D'une, le retour de la reine qui rentre aveugle et sans bon nombre de ses soldats passe pour une incompétente, qui a préféré s'allier à une elfe pour entrer en guerre plutôt que de se soucier exclusivement de son peuple. Ce qui est quand même une opinion très réac et nationaliste. Et qui en plus a à ses côtés un capitaine qui ne semble pas vraiment faire l'unanimité, surtout auprès des nobles. Et de deux, Pharazôn qui était resté au pays, bien au chaud et en sécurité, lui passe pour le vrai chef désiré par certains. Avec son esprit pratique, son ambition et sa soif de richesse, au final il est sûrement le leader que beaucoup méritent. Mais c'est surtout à Éarienne que revient la faute de tout ce bordel. Car c'est elle qui a volé le Palantir et va transformer les paroles incomplètes du roi sur son lit de mort. Tiens, ça me rappelle bizarrement une autre série de Medieval Fantasy. Une humiliation et une trahison au profit et à la demande de Pharazôn, qui en plus va avoir le culot de faire son innocent et de faire genre qu'il soutient sa reine, pour mieux la trahir par derrière. Et c'est alors que le pire va advenir. Alors que la noblesse se comporte comme des animaux pour destituer la reine, car elle a utilisé un objet magique elfique, il faudrait vraiment expliquer à un moment pourquoi les Núménoréens ont autant de rage contre leurs anciens amis. Et c'est alors qu'un aigle, symbole des Valar et même messager de ces dieux, vient se poser sur la terrasse. Et d'après moi, c'était pour empêcher la destitution ou même la mort de cette reine légitime, celle qui combat le mal malgré le prix à payer. Sauf que c'est Pharazôn qui va s'approprier ce signe divin et en faire une bonne raison de prendre le pouvoir. Avec évidemment l'aide d'un autre crétin de riche vieux con qui va scander le nom de Pharazôn là où tout le monde aurait dû la fermer pour admirer cet animal somptueux. Et donc l'aigle probablement dépité repart comme il est venu. Sûrement dégoûté de ne pas avoir le don de la parole, au moins ces idiots auraient compris son véritable message. Car pour moi, il est impossible que les Valar aient décidé d'adouber Pharazôn comme nouveau roi de Númenor, alors qu'il trahit justement toutes leurs valeurs ancestrales. J'espère juste que ça sera traité plus en détail dans les épisodes suivants. Même si on aura clairement compris que dans cette nouvelle saison, ce n'est plus vraiment les explications qui comptent, seulement l'action et faire avancer les intrigues, pour pas qu'on s'ennuie et pas qu'on se plaigne encore une fois. Car c'est quand même fou tout ce qui se passe dans ces 3 premiers épisodes, comparé à la saison précédente. Mais bon, après tout, c'est la saison du changement, de tous les changements. Et enfin, pour terminer, l'arc lui aussi très rapide de notre ami Listar et sa compagne Nori. On les retrouve en plein territoire désertique, et la première chose qui saute aux yeux et aux oreilles, c'est que leur relation a encore évolué. On n'est plus sur une petite fille insouciante et naïve qui a un peu peur de son grand ami, ou sur un magicien qui ne sait pas ce qu'il fout là, mais bien sur 2 amis qui se respectent, s'apprécient vraiment et donc plaisantent beaucoup.
Quelques petites vannes fusent de ci de là, et surtout la confiance est palpable. Lui a des visions, des rêves étranges et inquiétants, et elle se dit prête à les entendre, à le soulager un petit peu de son fardeau. Et lui, il a envie de lui en parler, le fait même parfois sans trop entrer dans les détails, de peur de la blesser, lui faire peur comme avant, ou même de la décourager. Alors qu'en vrai, c'est presque elle qui les porte tous les deux à bout de bras. Elle va par exemple lui suggérer d'user de ses pouvoirs sur un arbre pour trouver à manger. Et certes, comme ils ne maîtrisent rien, ça ne se passe pas comme prévu. Mais ça marche tout de même car ils ont à manger. Ils vont pouvoir se régaler façon Timon et Pumba. Un peu gluant, mais appétissant. Et très vite, leur histoire devient plus oppressante. Dès qu'on voit apparaître ces individus masqués qui les surveillent et qui les traquent. Des vilains qu'il est difficile de ne pas associer aux guerriers Tusken dans Star Wars, entre le côté désertique, leur look et tout ça. Surtout avec un des masques qui m'a beaucoup fait penser au général Grievous. Mais des soldats qui sont surtout au service de ce nouveau mal présent dans l'Est. Un mage noir qui semble vraiment puissant et qui n'est autre également que le maître des 3 femmes apparu en fin de saison 1. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce groupe à l'iconographie très religieuse mais plutôt païenne, et surtout de voir qu'elles sont plus que 3. L'une d'entre elles va même se sacrifier et se transformer en papillon avant de redonner vie à la chef des 3 premières, la sorcière. Ici, le magicien noir se réjouit d'abord du retour de Sauron. Donc lui, c'est un méchant vrai de vrai. Et surtout, il a clairement un truc à régler avec l'Istar. Il va notamment ordonner à ses petits soldats de capturer le magicien. Et quelle surprise de découvrir que le plan machiavélique des méchants, c'est de prendre en otage et de menacer les semi-femmes. Car oui, Nori et Poppy qui les a rejoints, sans qu'on sache vraiment pourquoi il n'est pas venu depuis le début, à moins que ça ne soit les corvées qui lui ont fait peur, les 2 jeunes femmes ne sont pas des semi-hommes femelles ou filles, mais des semi-femmes. Pourquoi pas? Après tout, ça semble peut-être plus acceptable, mais ça crée une distinction très forte entre les hommes et les femmes de ce peuple. Surtout que le préfixe semi ne fait référence qu'à la taille et pas au fait qu'elle serait moitié moins femme qu'une autre de taille normale. Bref, je chipote un peu, mais à l'oreille ça m'a semblé un peu bizarre. Et donc dans cet arc pour le moment très bref, mais déjà plutôt prometteur, un sujet très puissant dans la fantasy est soulevé, celui du pouvoir des noms, une chose que l'on retrouve dans bon nombre d'univers autres que celui de Tolkien. En effet, l'Istar ignore quel est son nom, et c'est justement l'un des sujets de sa quête, découvrir qui il est. Et son amie Nori, dans sa grande bonté et gentillesse, tente même de l'aider à lui en trouver un. Elle propose certes des prénoms qui ne sont pas très majestueux, mais au moins elle fait l'effort. Et de toute façon, on sait déjà qu'on aura la réponse dans le final de la saison, dans l'épisode 8. Et ici, avec eux, j'ai aussi bien apprécié la référence au talent de camouflage des pieds velus. Ce n'était pas qu'un détail dans la première saison pour en faire des peureux, mais ici, ça sert alors qu'ils sont traqués par les guerriers masqués. Les 2 filles disparaissent même presque instantanément aux yeux de leurs grands copains. Donc c'est plutôt cool, ce lore autour de ce petit peuple qui semblait anodin a finalement un peu d'utilité. Et pas seulement faire une ref très appuyée à Frodon et compagnie. De plus, et j'en finirai avec ça, j'ai trouvé très intelligent le coup du puits et de la cloche. J'aime beaucoup le concept, surtout dans un désert, c'est la seule source d'eau, mais si tu bois, t'es baisé. Et ça se finit sur un super sort de la mort qui tue, la tornade lancée par l'Istar à l'aide d'une canne, un bâton trouvé sur place. Mais son pouvoir est si grand et si incontrôlable qu'il se retourne contre les 2 poids plumes que sont Nori et Poppy. Et surtout, le bâton se désintègre sous la force de la magie. Le magicien va donc sûrement devoir en trouver un meilleur. Même si j'espère que toute la partie de l'arc sur son apprentissage de la magie ne va pas se résumer à trouver un bon bâton. Sinon, ça serait vraiment trop décevant. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi dans cette review, analyse de ces 3 premiers épisodes. Je suis passé rapidement sur certains détails, mais ça donnera matière à discussion dans les commentaires ou pour les prochains épisodes. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, retenu, aimé ou pas dans ces épisodes. Et on détaillera peut-être certaines choses lorsqu'on en apprendra plus dans la suite.